Bienvenue chez les Nuts, on se retrouve pour un nouveau numéro de Nuts on the Hunt. Beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui pour ce nouveau numéro. On va commencer par le Samhain Training Camp, organisé donc par la NWA, la Nice Wargame Association, au sein d'une convention, la convention des contes d'automne, qui s'est déroulée dans le cadre assez idyllique du monastère de Ségriès à Moustier-Sainte-Marie. Je vous laisse profiter des quelques images que j'ai prises une fois sur place. On s'est donc retrouvé 18 joueurs de Warhammer 40 000 dans la grande chapelle du monastère. Encore une fois, un cadre extrêmement agréable, d'autant plus que l'ensemble de l'hébergement et des repas était inclus dans le pass du tournoi. Personnellement, avec Alex, on a adoré cet aspect-là. Ça nous a permis en fait de rencontrer les joueurs dès le vendredi soir puisqu'ils arrivaient sur place. Et ça a permis vraiment de profiter, on va dire, de chaque moment aussi et de prendre le temps en fait de discuter entre chaque partie, même pendant les repas ou après les repas, pendant les soirées, quelque peu peut-être un peu arrosé. On y a retrouvé plein de copains, comme Mr M, comme Félix de la Wargame Room, et on s'en est fait des nouveaux, comme c'est le cas souvent à chaque fois qu'on se déplace en tournoi. J'y étais allé avec ma liste Grey Knight avec 5 cuirassiers Nemesis, mais les organisateurs nous avaient laissé la possibilité d'amener une deuxième liste si on souhaitait effectivement tester de nouvelles choses et pour effectivement permettre d'améliorer certains match-ups si on les estimait très défavorables. J'ai monté une deuxième liste un peu plus casual avec 10 Terminator, 30 Interceptor et un seul cuirassier Nemesis en choix de QG. Globalement quand même moins efficiente que le spam de cuirassier Nemesis, c'est certain. J'ai passé d'excellentes parties avec 5 joueurs extrêmement sympathiques et il faut dire que l'ambiance était globalement très relax, pas de grosse pression sur les horaires, ce qui est très appréciable par rapport au tournoi dit habituel où effectivement votre logement et la nourriture est pris en charge à part, enfin vous devez vous débrouiller par rapport à ça et du coup ça met une certaine pression une fois qu'on a fini les parties, on est souvent en groupe, il faut qu'on y aille ensemble au restaurant puis à l'hôtel. Il y a un petit peu le rush et là effectivement on a pu vraiment en profiter complètement et pousser on va dire aussi même les parties un peu tard dans la soirée, ce qui ne posait pas de problème puisque tout le monde dormait sur place donc personne n'avait de besoin de partir. Au final on a tous joué 5 parties, j'ai rencontré pour ma part 3 joueurs Thousand Sun, les 3 du tournoi, je les ai tous affrontés. Autant vous dire désormais que le codex Thousand Sun, je commence à peu près à le comprendre, dont Mr M au cours d'une super partie très arrachée avec beaucoup de réflexions autour des moves et des tricks de jeu qu'on pouvait faire l'un et l'autre. Il a quand même réussi à gagner 11-9, bravo à lui. J'ai également rencontré Alan qui jouait lui aussi une liste avec 5 cuirassiers Nemesis et j'ai pu voir qu'on avait des optiques de jeu très différentes. Je suis beaucoup dans l'agressivité et c'est très gamble on va dire sur les premiers tours notamment. Alan a un jeu beaucoup plus défensif, beaucoup plus posé, beaucoup plus structuré et du coup il a forcément pris le meilleur sur moi. Et le dernier jour j'ai également rencontré Mathieu avec une liste entre guillemets old school à base d'Adeptus Custodes soutenu par un détachement Catachan et 2 Manticore Tank Ace. J'ai rebondi complètement sur les Télémons avec mes cuirassiers et il a su prendre le meilleur là aussi très rapidement au niveau de la game. Alex de son côté est parti avec sa liste de poètes, 18 Hive Guard, plein de Gaunes devant et un Tervigon pour faire move soi-disant. Il s'en est plutôt bien sorti après une grosse défaite, il a bien sous-mariné, il a pris un énorme je crois 20-0 qu'il a perdu contre une liste orc orientée buggy, freebootaz et beaucoup de tirs. Forcément quand tu joues tout sur le tour 1, c'est le premier qui tire qui gagne. Mais il a su remonter jusqu'à la 4e ou 7e place du tournoi. On remercie vraiment tout particulièrement les organisateurs et l'association NWA qui nous a permis de passer un excellent week-end où on a vraiment tout oublié pendant l'espace de quelques parties. L'événement cette semaine sur le plan national, c'est la tenue du Big Four. Le Big Four, vous en avez probablement entendu parler sur les autres chaînes YouTube que sont French Wargame Studio et le Creative Wargame. C'est le tournoi organisé pour la sélection du capitaine
et du coach de l'équipe de France. 4 équipes s'affrontaient pour un week-end effectivement de haut niveau en termes de jeu compétitif. L'événement, si je puis dire, c'est que cette année, ce ne sont pas les bisounours qui sont les représentants directs de l'équipe de France, puisque c'est la Paris United qui a remporté le tournoi. LOL devient donc le nouveau coach de l'équipe de France, et pour ma part, c'est quand même un petit événement parce que depuis que je joue à Warhammer 40 000, c'est-à-dire plus de 10 ans maintenant, eh bien je pense que j'ai toujours connu l'équipe de France menée par les représentants des bisounours. Le roi est mort, vive le roi, bravo à eux jusqu'à aujourd'hui, et bonne chance à LOL et aux capitaines des 4 équipes qui se retrouveront aussi pour créer le nouveau roster de l'équipe de France. On a parlé donc du régional avec le tournoi de Samhain, on a parlé du national avec le Big Four, et si on monte au niveau européen, ce week-end s'est tenu le Leicester GT, un grand tournament encore organisé en Angleterre par, je crois, la même équipe qui s'occupe du London GT et du Coventry GT. 350 joueurs s'affrontaient pour 7 rondes, 5 de qualification et 2 pour départager un top 4. Et force est de constater que malgré la dernière Big Fact, les orques sont encore très costauds, puisque c'est Brian Sepp qui remporte le tournoi avec une liste freebooters, et on retrouve le traditionnel spam de buggy, cette fois-ci effectivement en une seule unité de 3, donc 3 Devkilla Scrapjet, 3 lanceurs de Squig, 3 custom Boosta Blasta, un petit boss sur Squigozor, un pack de 5 Devcopter, 2 Wasbomb Blasta Jet et un deuxième petit détachement avec surtout des petites unités de Storm Boys et de Commando, toujours menées par un boss sur Devkilla Warstrike. Ce qu'on peut au moins noter, c'est que la liste n'est pas orientée que autour de la létalité des buggy et des volants. Il y a aussi des petits détachements de Commando et de Storm Boys pour pouvoir prendre les objectifs, réaliser des secondaires basés sur les cartes de table. C'est quand même un peu moins mononeural que le full spam buggy et le full spam d'avion. À la deuxième place, on retrouve une liste Drukhari. Ils sont toujours là, ils sont toujours très forts. Leur liste n'a pas forcément toujours évolué, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est une liste qui correspond un petit peu aux standards qu'on avait avant la dernière fac, c'est-à-dire un spam de petites unités résilientes qui prennent les objectifs et ce genre de choses. Donc il y a des succubes, des vrax, des élions, des incubes, des mandrakes, des petits raiders, 3 ou 4 raiders, quelques ravageurs aussi pour faire plus de trous au niveau anti-char. Mais effectivement, pas le spam qu'on a pu voir ces derniers temps de Talos Chronos qui tient le milieu de la table et qui ne veut pas mourir. La liste était menée par Boris Michev qui a réussi donc à se hisser à la deuxième place devant John King et c'est Dark Angel. Oui, c'est Dark Angel, vous avez bien compris. Visiblement, il se passe un truc avec les Terminators Dark Angel. La liste est composée d'un unique détachement d'avant-garde mené par Ezekiel et Azrael et derrière eux, un énorme pack de Terminator, 40 Terminators de la Deathwing avec un apothicaire et un Blade Guard ancien pour buffer les unités et surtout leur filer un Feel No Pain. 40 figurines à 3 points de vie avec une sauvegarde à 2, potentiellement une sauvegarde à 5 plus 1 vul, voire 4 plus 1 vul, plus un Feel No Pain et surtout tout le monde sous Transhuman Physiology, donc qui ne peut pas être blessé à moins de 4 ou plus. Voilà, on comprend effectivement que c'est une énorme enclume qui va chercher à prendre les objectifs, potentiellement aussi les quarts de table, potentiellement faire des actions aussi, et surtout qui s'appuie aussi sur l'objectif secondaire Dark Angel qui vous permet de marquer des points de manière progressive tant que vous tenez un objectif sur la table, et généralement c'est celui qui est dans votre zone de déploiement, et celui-ci, personne n'ira le chercher quand il y a 10, 20 Terminators dessus, en plus soutenus par des personnages buffers. Pour tout vous dire, on a les figues qu'il faut avec Alex, je pense qu'on va pas tarder à mettre Bébert sur le coup pour vous montrer à quoi ça ressemble. À la quatrième place, Tom Lowman, à nouveau avec une liste Drukhari que je considérerais comme hybride puisqu'il y a à la fois un contingent avec les Talos et les Chronos et les Grotesques, mais aussi le contingent, on va dire, plus habituel, Witches, Vrax, avec les succubes dans des raiders, avec quelques incubes aussi. Cinquième place, Joe Maylam, avec une liste là aussi Drukhari, à nouveau là aussi hybride, on va dire, à la fois un contingent de coterie avec des Talos, des Chronos, des Grotesques, mais aussi des Witches, des Vrax, des Witches, des Succubes, une cour d'Archonte. À la sixième place, Simon Edwards avec une liste Thousand Sun qui s'articule autour de 2 packs de Terminator Scarab et plein de petites unités de rubriques marines soutenues par les personnages Buffer, Exalted Sorcerer et Infernal Warmaster. Pour le coup, Mr. M, j'aimais mieux ta liste. À la 7ème place, Dom Midlow avec une liste Drukhari. Encore une fois, une liste que je dirais hybride avec une partie de coterie et une partie de cour d'Archonte et de Witches. 8ème place,
Henry Byrne avec une liste Thousand Sun à nouveau. Là aussi 2 gros packs de Scarabs Occultes Terminator, appuyés par des rubriques Marines, Harryman, un Prince Démon et des Exalted Sorcerers. L'ensemble s'articulant toujours autour du culte du temps et du culte de la duplicité. À la 9e place, David Smith. Il joue une liste Chaos Knight et c'est enfin l'arrivée sur les podiums des listes 14 Armigers, 14 War Dogs. Ça fait plaisir de l'avoir parce que je pense que ça doit être quand même assez le pied à jouer, assez rigolo. Plutôt autour de la maisonnée Iconoclast avec des traits de maisonnée spécifiques que sur la Constitution Abominable et le Pride-Fueled Fury. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ça. D'accord. Donc 5 Moirax, donc qui sont les petits Knights War Dogs Forge World, qui sont là surtout pour fournir du tir antipersonnel à grosse saturation, et le reste que des War Dogs de close combat avec la Thermal Spear et le Chain Cleaver. Enfin la 10e place, Rob Catton, qui joue une liste Death Guard que je dirais classique, à savoir les Plague Burst Crawlers, les Dreadnought Condemptor de tir, avec quelques Chaos Spawn pour tenir les objectifs, et toujours soutenu par les Death Shroud, un Full Blaze Spawn et un Prince Démon inciblable et increvable. On s'était donc dit que tout avait changé avec la dernière fac et que tout serait différent et finalement les Drukhari restent surreprésentés dans le top 10. Ils sont 4 à s'être hissés dans le top 10 sur ce Leicester GT. Ce qu'on note cependant, c'est que les listes évolue vraiment de tournoi en tournoi. On est passé du tous les messus très létales avec les Élions, les Incubes, les Witches, les Succubes qui étaient là avant la dernière Data Slate à quelque chose tout de suite après de très résistant avec beaucoup de Talos, beaucoup de Chronos fondé sur vraiment la résilience avec les grotesques pour tenir un maximum la table. Et là aujourd'hui, quelques semaines après la sortie de la Data Slate, on constate qu'on retrouve des listes plutôt hybrides avec une partie contingent de coterie pour tenir la table, mais aussi certaines unités très létales pour faire peur à l'adversaire, pour se projeter très loin, pour dégager l'adversaire de certaines zones. De mon point de vue, ça veut dire que globalement, les unités, malgré la taxe qu'elles ont prise sur la dernière Data Slate, restent encore assez peu chères pour ce qu'elles arrivent à faire. Enfin, un mot sur l'international puisque c'est clôturé la tournée des événements américains liés à Warhammer Games Workshop. Après une dernière étape à Austin, Texas, la crème de la crème des joueurs du monde entier se sont retrouvés pour des matchs de gala / exhibition au Grapevine Citadel and Café à Dallas. C'est pas vraiment un format extrêmement compétitif. L'idée de Games Workshop n'était pas de proposer un tournoi basé sur le jeu extrêmement compétitif, mais plutôt de rassembler les meilleurs joueurs qui avaient su performer sur les 3 derniers tournois de la tournée américaine, en leur proposant de jouer des listes plutôt atypiques. Le principe était que chaque joueur puisse envoyer une collection d'unités qu'il avait dans son armée, et c'est les organisateurs qui se chargeaient de choisir quelle allait être la liste d'armées qu'ils allaient jouer. Vous pouvez retrouver les listes qu'ils ont créées dans les liens de la description de la vidéo. Ce qu'on retiendra surtout, c'est la qualité à nouveau avec laquelle l'événement a été couvert par Games Workshop. Autant effectivement sur Austin, on voyait qu'il y avait encore des imperfections sur l'aspect de la technique, là c'est encore un level au-dessus. L'autre point extrêmement important, c'est que Games Workshop a utilisé ce tournoi pour pouvoir faire une présentation de ce qu'allaient devenir les objectifs primaires et secondaires dans les scénarios Warhammer 40 000 à partir de 2022. En gros, ils nous ont teasé avant l'heure le Chapter Approved 2022. Et là aussi, il y a beaucoup de changements. Vous les retrouverez plus en détail dans les liens que j'ai laissés dans la description. Néanmoins, on peut déjà dire effectivement que les objectifs primaires vont complètement changer en termes de capping de points, c'est-à-dire que désormais vous ne marquerez plus 5, 10 ou 15 points, mais 4, 8 ou 12 points, génère déjà une certaine différence, et que les points supplémentaires au niveau du primaire pourront être récupérés sur les objectifs spécifiques de mission. Jusqu'à aujourd'hui, dans les scénarios Chapter Approved, il était rare qu'on utilise les objectifs secondaires de la mission, ou alors particulièrement parce qu'on avait certaines listes qui étaient construites autour de ça, ou sur le fait qu'effectivement elles n'avaient pas la capacité d'utiliser d'autres objectifs secondaires. Là, désormais, tout le monde va devoir jouer ces objectifs-là, et surtout ils vont être plus faciles à marquer les points dessus. Typiquement, il y en a certains qui vont s'appuyer du coup plus sur l'attrition. L'idée de détruire certaines unités de l'adversaire nous permettra de marquer des points. Et ce sera les objectifs primaires spécifiques du scénario en question. On note aussi quelques changements bienvenus sur l'aspect des objectifs secondaires. Le plus important à mes yeux reste récupérer les données d'Octarius, qui n'est plus réalisable désormais par des unités de moins de 5 figurines. Ce qui veut dire que le Lictor Fougère qui pop dans les lignes adverses et qui vous permet de marquer 4 points d'Octarius, ça, a priori, c'est terminé. Ce qui veut dire aussi que les unités de 10 cultistes où il restait 1 ou 2 mecs après que votre chevalier impérial soit venu les écraser allègrement, les survivants
suivants, s'ils sont moins de 5, ne vont pas pouvoir se retrouver à réaliser des données dans ce contexte. Et ça change quand même la manière dont on va construire nos listes. Les très petites unités de moins de 5 figurines ne vont plus être utilisées pour pouvoir réaliser des actions. Et ça change quand même beaucoup la donne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Gardez vos noisettes au chaud et à très bientôt sur la chaîne.